Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours sur espace vectoriel avec exemples et exercices d'application. Dans la partie 1 de la vidéo précédente, on a déjà défini une loi de composition externe et on a déjà défini un espace vectoriel réel. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Alors, dans la partie 2 de cette vidéo, on va s'intéresser aux sous-espaces vectoriels et on finira par un exercice d'application. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Deuxièmement, sous-espace vectoriel. Alors, on a déjà vu dans la partie 1 de la vidéo précédente que pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, il faut vérifier 8 axiomes. Les 4 premières actions concernent la loi addition, c'est-à-dire il faut montrer que E+ est un groupe commutatif. Les 4 derniers axiomes concernent la loi externe point et la relation avec la loi addition. Alors pour montrer que F est un espace vectoriel, on a vu qu'il faut vérifier tous ces 8 axiomes. Mais en pratique, c'est-à-dire dans les exercices, pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel d'un autre espace vectoriel bien connu. Alors, on a déjà vu dans la vidéo précédente plusieurs exemples d'espaces vectoriels usuels. Par exemple, R plus point est un espace vectoriel, C plus point aussi est un espace vectoriel. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 ou bien d'ordre 3 est un espace vectoriel. L'ensemble des fonctions définies de R dans R. Et aussi un espace vectoriel, etc. Alors, en général, pour montrer que F est un espace vectoriel, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de l'un de ces espaces vectoriels usuels. Alors, si j'arrive à montrer que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E, par exemple, alors dans ce cas, F est lui aussi un espace vectoriel. Définition, soit E plus point un espace vectoriel réel. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si seulement si. Premièrement, F est un sous-ensemble de E. Deuxièmement, F est non vide. Troisièmement, quel que soit x, y de vecteur de F, x plus y appartient à F. On dit que F est stable pour l'addition. Quatrièmement, quel que soit lambda un scalaire de R, quel que soit x un vecteur de F, lambda.x appartient à F. On dit que F est stable pour le produit externe. Alors, pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, il faut montrer les 4 conditions ici. Alors, pour la première condition, on n'a rien à démontrer. Il suffit de remarquer que F est un sous-ensemble de E. Donc ça, c'est clair. Par exemple, si F contient des matrices carrées d'ordre 2, on va dire que F est un sous-ensemble de l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2. Par exemple, si F contient des fonctions, on va dire que F est un sous-ensemble de l'espace vectoriel des fonctions définies de R dans R. Par exemple, si F contient des couples, on va dire que F est un sous-ensemble de R carré plus point, etc. Alors pour la deuxième condition, pour montrer que F est non vide, il est intelligent de montrer que le 0 de E appartient à F. Alors, si on arrive à montrer que 0 de E appartient à F, on va tout de suite montrer que F est non vide. Sinon, si on arrive à montrer que le 0 de E n'appartient pas à F, alors dans ce cas, on s'arrête. On s'arrête et on dit que F n'est pas un espace vectoriel ou bien n'est pas un sous-espace vectoriel, ni un espace vectoriel. Alors, pourquoi? Parce que le 0 de E, c'est quoi normalement? C'est l'élément neutre. Alors, pour que F soit un espace vectoriel ou bien un sous-espace vectoriel, alors il faut tout d'abord que F plus soit un groupe commutatif.
un groupe, c'est-à-dire il doit contenir l'élément neutre. Alors si f ne contient pas l'élément neutre 0e, ça veut dire que f plus n'est pas un groupe et donc f n'est pas un espace vectoriel. Donc c'est pourquoi il est intelligent de vérifier que le 0 de e appartient à f. Donc ici on désigne par 0e le vecteur nul. Alors troisièmement, quel que soit x, y de vecteurs de f, il faut montrer que la somme x plus y appartient aussi à f. Et quatrièmement, quel que soit lambda dans R, x un vecteur de f, il faut montrer que lambda.x appartient à f. Remarque, si f est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel réel E, alors f est lui-même un espace vectoriel réel pour les lois induites par E. Donc on a déjà parlé de ça. On a dit que pour montrer que f est un espace vectoriel, il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E bien connu. Dans ce cas, on va déduire que f est lui aussi un espace vectoriel. Exemple, premièrement, soit E plus point un espace vectoriel sur R. E et le singleton 0 sont des sous-espaces vectoriels de E, appelés les sous-espaces vectoriels triviaux. Alors ici, on a E est un sous-espace vectoriel de lui-même, ça c'est évident. Alors pour le singleton 0, c'est un ensemble qui contient uniquement le vecteur nul. Donc on peut vérifier facilement que c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors on va dire que le singleton 0 est inclus dans E, premièrement. Deuxièmement, on va dire que le vecteur nul appartient au singleton 0. Par suite, cet ensemble est non vide. Puis, on va prendre deux vecteurs du singleton 0. Bien sûr, il contient uniquement le vecteur nul. Donc, on va mettre 0 plus 0, c'est 0. Et il appartient au singleton 0. C'est aussi évident. Finalement, on va prendre un scalaire lambda quelconque de R. Dans ce cas, on aura lambda point le vecteur nul égale le vecteur nul. Il appartient aussi au singleton 0. Voilà, il vérifie toutes les conditions d'un sous-espace vectoriel. Par suite, on va dire que le singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E, appelé sous-espace vectoriel nul. Deuxièmement, si IR, l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle I est à valeur dans R, et DIR, l'ensemble des fonctions dérivables sur un intervalle I et à valeur dans R, sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I et à valeur dans R. Donc ça c'est évident, on peut le vérifier rapidement. Alors tout d'abord on va dire que CIR est inclus dans FIR. Donc l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle I à valeur dans R est inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I et à valeur dans R. Même chose ici pour l'ensemble des fonctions dérivables sur un intervalle I à valeur dans R est aussi inclus dans l'ensemble des fonctions définies de I et à valeur dans R. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que la fonction nulle est continue. La fonction nulle est continue sur I. Donc, CIR est non vide. Même chose ici, on va dire que la fonction nulle est dérivable sur I. Et donc, DIR est non vide. Donc ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, on va dire que pour tout f et g, deux fonctions continues sur un intervalle I à valeur dans R, donc quel que soit f, g appartient à CIR. On a bien f plus g appartient aussi à CIR. Même chose ici. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I à valeur dans R, alors f plus g aussi
est une fonction dérivable sur l'intervalle I à valeur dans R. C'est-à-dire que f plus j appartient à DIR. Finalement, on va dire quel que soit lambda un scalaire dans R, quel que soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeur dans R, on a bien lambda point f est continu sur l'intervalle I à valeur dans R. Donc ça c'est aussi clair. Même chose ici, quel que soit lambda, un scalaire dans R, quel que soit f, une fonction dérivable sur un intervalle I à valeur dans R. Alors on a bien lambda f est une fonction dérivable sur un intervalle I à valeur dans R. Troisièmement, l'ensemble f égale l'ensemble des polynômes p de degré inférieur ou égal à n, tel que p de 1 égale à 0, est un sous-espace vectoriel de Pn. Avec Pn, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, on peut vérifier facilement que f est un sous-espace vectoriel de Pn. Donc, première condition, il est clair que f est inclus dans Pn. Deuxième condition, alors le polynôme nul défini par... Alors, le polynôme nul θ défini par quel que soit x appartenant à R, θ de x égale 0. Alors, on a, comme quel que soit x appartient à R, θ de x égale 0. Alors, en particulier pour lorsque x est égal à 1, on va voir θ de 1 aussi égale 0. Donc, le polynôme nul θ appartient à f. Par suite, l'ensemble f est non vide. Alors maintenant, troisième condition, quel que soit P et Q, deux polynômes de f, on a P de 1 égale Q de 1 égale 0. Alors on va calculer P plus Q de 1 égale à P de 1 plus Q de 1 égale à... Alors P de 1 c'est quoi? C'est 0 plus Q de 1 c'est quoi? C'est aussi 0. 0 plus 0 c'est 0. Et donc P plus Q appartient à l'ensemble f, car P plus Q de 1 égale à 0. Maintenant, quatrième condition, quel que soit lambda un scalaire, et quel que soit P un polynôme de f, alors on va calculer lambda point P de 1. Donc ça c'est égal à lambda P de 1 égale à, donc ici on a la multiplication dans R, lambda fois P de 1, ou bien tout simplement on va mettre lambda P de 1. Par contre ici on a la multiplication externe. Donc lambda P de 1, alors P de 1 quand P appartient à F, donc P de 1 égale 0, comme vous voyez ici. Donc P appartient à F, c'est-à-dire que P de 1 égale 0. Donc je vais avoir lambda fois 0, c'est quoi? C'est 0. Et donc lambda.p appartient à l'ensemble f. Voilà, donc on a vérifié les quatre conditions. Donc effectivement, l'ensemble f est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel Pn des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Quatrièmement, l'ensemble f égale les triplés x, y, z de R3 tel que x plus y plus z égale à 1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3 plus point. Donc c'est évident car le vecteur nul n'appartient pas à f. Donc le vecteur nul 0, 0, 0 n'appartient pas à f car 0 plus 0 plus 0 est différent de 1. Et donc, un ensemble qui ne contient pas l'élément neutre n'est ni un espace vectoriel, ni un sous-espace vectoriel. C'est pourquoi il est toujours recommandé, lorsqu'on veut vérifier que l'ensemble f est non vide, de montrer qu'il contient le vecteur nul. Ce n'est pas le cas ici. Le vecteur nul n'appartient pas à f.
Cinquièmement, les ensembles P égale les fonctions définies de R dans R, telles que f est pair, et l'ensemble I égale les fonctions f définies de R dans R, telles que f est impair. Ce sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Donc ici, on va vérifier la première condition. Alors, il est clair que P est inclus dans l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Alors, même chose pour I, est inclus dans l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on va dire que la fonction nulle est paire et la fonction nulle est impaire. Donc la fonction nulle, θ, définie par, quel que soit x appartenant à R, θ de x égale 0, on a bien, quel que soit x appartenant à R, on a θ de moins x, donc égale 0, car moins x appartient à R, donc égale 0, égale aussi à θ de x. Donc on a ici démontré que la fonction nulle est paire. Et donc, θ appartient à l'ensemble P. Alors par suite, l'ensemble P est non vide. Alors, troisième condition, même chose ici. Deuxième condition, on va dire que la fonction nulle θ appartient à I. Donc, l'ensemble I est non vide. Alors, pour la troisième condition, on va dire quel que soit f et g, deux fonctions de P. Alors, on a f plus g, et donc la somme de deux fonctions paires est une fonction paire. Donc, on a bien f plus g appartient à P. On peut le vérifier par le calcul. Alors, quel que soit x appartenant à R, on a f plus g de moins x égale a. Donc, ça, c'est égal à f de moins x plus g de moins x égale a. Donc, ici, on a déjà dit que quel que soit f, g, des fonctions paires. Alors, comme f et g sont des fonctions paires, donc f de moins x égale à f de x plus g de moins x égale à g de x. Donc ça, c'est f plus g de x. Voilà, on a montré que f plus g de moins x est égal à f plus g de x. Ça veut dire que f plus g est paire. Donc f plus g appartient à P. Alors même chose pour donc ici pour l'ensemble I. On va dire quel que soit f, g de I, on a bien f plus g appartient à I. Alors, la somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire. On peut le vérifier avec le calcul comme on a fait ici. Alors, dernière condition. Donc, quel que soit lambda un scalaire et quel que soit f une fonction paire, on a lambda.f appartient à P. Donc, on peut le vérifier par le calcul, quel que soit x dans R, lambda.f de moins x est égal à lambda fois f de x, ou bien lambda f de moins x égale à lambda. Alors, comme f est paire, donc f de moins x est égal à f de x égale à lambda.f de x. Donc lambda.f appartient à P. C'est-à-dire que lambda f, quel que soit lambda un scalaire, quel que soit f une fonction paire, lambda f est bien une fonction paire. Même chose ici pour l'ensemble des fonctions impaires, quel que soit lambda un scalaire et quel que soit f une fonction impaire, on a bien lambda f appartient à I.
Donc, on déduit que les ensembles P et I sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Sixièmement, l'ensemble des fonctions croissantes sur I et l'ensemble des fonctions positives sur I ne sont pas des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des fonctions définies sur I et à valeur dans R. Donc ici, on a l'ensemble F, c'est les fonctions F de l'ensemble des fonctions définies sur I à valeur dans R, tel que F est positif. Et l'ensemble G, c'est les fonctions de FIR, tel que F est croissante. Alors effectivement, l'ensemble F n'est pas un sous-espace vectoriel de FIR. Donc ça, c'est évident. On peut le vérifier facilement. Alors, bien sûr, les trois premiers axiomes sont vérifiés. C'est-à-dire que F est bien inclus dans FIR. Donc, aucun problème là-dessus. Deuxième axiome aussi. On va dire que l'ensemble F est non vide car il contient la fonction nulle. La fonction θ appartient à F. Donc, F est non vide. Ça, c'est évident aussi. Troisième axiome, l'ensemble F est stable pour l'addition, c'est-à-dire quel que soit fg de fonctions de F, c'est-à-dire de fonctions positives. Bien sûr, la somme F plus G est aussi positive, aucun problème. Mais le problème, c'est dans le dernier axiome, l'ensemble F n'est pas stable pour le produit externe, c'est-à-dire il faut avoir quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit f une fonction de f, il faut avoir lambda.f appartient à f, c'est-à-dire lambda f soit positif. Donc ça, c'est pas vrai car donc pour lambda égale à moins 1, on va avoir moins 1.f est une fonction négative. Donc, moins 1.f n'appartient pas à f. Donc, l'ensemble f n'est pas un sous-espace vectoriel. N'est pas un sous-espace vectoriel de FIR. Alors, même chose pour l'ensemble G. Donc, on peut facilement vérifier les trois premières conditions. Il n'y a aucun problème. Donc, bien sûr, l'ensemble G est inclus dans FIR, aucun problème. La fonction nulle est croissante. Donc, θ appartient à G, donc non vide, pas de problème. Donc, premier axiome vérifié, deuxième vérifié aussi. Alors, troisième, si je prends deux fonctions croissantes, bien sûr, la somme de deux fonctions croissantes est une fonction croissante. Donc, le troisième axiome est vérifié, c'est-à-dire que G est stable pour l'addition. Mais toujours le problème, c'est dans le dernier axiome, et l'ensemble G n'est pas stable pour le produit externe. Quel que soit f appartient à G, c'est-à-dire f est une fonction croissante. Alors, moins 1 point f n'est pas une fonction croissante, c'est une fonction décroissante. Et donc, moins 1 point f n'appartient pas à f. Par suite, alors ici on travaille dans G. Alors on n'appartient pas à G. Par suite, G n'est pas un sous-espace vectoriel. N'est pas un sous-espace vectoriel de F, I, R. Alors même chose si on prend un ensemble. Donc au lieu de mettre ici F positif, on peut mettre F négatif. Donc même chose, cet ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel. Ici, même chose si on prend f est décroissante, bien sûr, n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors aussi si on prend f est monotone, même chose, on va avoir l'ensemble G n'est pas un sous-espace vectoriel de FIR. Caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Théorème, soit E plus point un espace vectoriel réel. On dit que f est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. Premièrement, f est un sous-ensemble de E. Deuxièmement, f est un ensemble non vide. Troisièmement, quel que soit alpha bêta des scalaires de R, quel que soit xy deux vecteurs de f, alpha x plus bêta y appartient à f. Donc ça, c'est la caractérisation d'un sous-espace vectoriel qu'on utilise souvent dans les exercices. Alors, pour le premier axiome, il est identique avec le premier axiome de la définition d'un sous-espace vectoriel. Alors, pour le deuxième axiome, il est identique avec le deuxième axiome de la définition.
Alors, on a déjà dit que pour montrer que f est non vide, il est recommandé de montrer que le vecteur nul, c'est-à-dire le 0 de E, appartient à f, car sinon, on va s'arrêter et dire que f n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, pour le troisième action, on a remplacé les deux dernières actions par cette action ici. Alors, on a vu que donc, les deux dernières actions, c'est quel que soit x, y, deux vecteurs de f, il faut que x plus y appartient à f. Et la dernière action de la définition, quel que soit alpha un scalaire, quel que soit x un vecteur de f, il faut avoir alpha x appartient à f. Alors ici, on a remplacé ces deux actions par celui-là. Donc ici, on a quel que soit alpha bêta des scalaires de R. Alors, si je fixe alpha égale bêta égale à 1, je vais avoir ici x plus y appartient à f. C'est-à-dire, on va vérifier le premier axiome de la définition. Maintenant, si je fixe bêta égale 0, je vais avoir quoi ici? Je vais avoir alpha x appartient à f. Donc voilà, on va vérifier le dernier axiome de la définition. Alors, preuve, on va tout d'abord démontrer le sens direct. C'est-à-dire, on va supposer que f est un sous-espace vectoriel de E. Alors, on va utiliser la définition pour montrer les axiomes. Les axiomes 1, 2, 3. Alors, pour les axiomes 1 et 2, ils sont déjà vérifiés. Ils sont identiques avec les axiomes de la définition. Donc, rien à démontrer. Alors, on va juste démontrer le troisième axiome. C'est-à-dire, quel que soit alpha bêta dans R carré, quel que soit x, y de vecteur, alpha x plus bêta y appartient à f. Alors, puisque f est un sous-espace vectoriel de E, alors f est stable pour le produit externe. C'est-à-dire, on a bien, quel que soit alpha un scalaire, quel que soit alpha bêta, deux scalaires, et quel que soit x, y, deux vecteurs de f. Donc, quel que soit alpha bêta de R carré, quel que soit x, y, deux vecteurs de f, on a bien alpha, donc alpha x appartient à f. Et bêta y appartient à f. Pourquoi? Car f est un sous-espace vectoriel de E. Donc f est stable pour le produit externe. Donc si alpha est un scalaire, x est un vecteur, donc forcément alpha x appartient à f. Même chose ici pour bêta y appartient aussi à f. Alors maintenant, on va utiliser le fait que f est stable pour l'addition. C'est-à-dire je vais avoir ce vecteur plus ce vecteur appartient aussi à f. Voilà, donc comme l'ensemble f est stable pour l'addition, alors je vais avoir le vecteur alpha x plus le vecteur bêta y appartient aussi à f, d'où le résultat. Donc c'est le résultat qu'il faut démontrer. Alors maintenant, le sens indirect. Alors, il faut montrer que quel que soit x, y, deux vecteurs de f, on a x plus y appartient à f. Alors, pour cela, on va fixer alpha égale à bêta égale à 1. Donc, pour alpha égale bêta égale à 1, on aura bien, quel que soit x, y, deux vecteurs de f, on aura x plus y appartient à f. Donc voilà, on a vérifié le troisième axiome de la définition. Maintenant, il reste le dernier axiome de la définition. Donc, il faut avoir alpha x appartient à f. Pour cela, on va fixer bêta égale 0 et on aura directement alpha x appartient à f. Alors, maintenant pour bêta égale 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alpha x plus 0.y appartient à f. C'est-à-dire que alpha x appartient à f. Voilà, on a démontré le dernier axiome de la définition. Donc, on a vérifié le troisième et le quatrième axiome de la définition, d'où le résultat.
Exercice, première question, montrez que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels de l'espace R3 plus point. Alors l'ensemble E égale les triplés x, y, z appartenant à R3, tels que x plus y plus z égale 0 et 2x moins 5y plus z égale 0. Alors pour l'ensemble E, donc on va rapidement vérifier que E est inclus dans R3. Donc ça c'est évident, car E c'est les triplés x, y, z dans R3 qui vérifient ces deux équations. Donc il est évident qu'il est inclus dans R3. Maintenant pour la deuxième condition, on va vérifier que E est non vide. On a E est non vide, car il contient le vecteur nul. Le vecteur nul 0, 0, 0 appartient à E. Puisqu'ici on va avoir 0 plus 0 plus 0, c'est égal à 0. Et 2 fois 0 moins 5 fois 0 plus 0, c'est aussi égal à 0. Donc le vecteur nul appartient bien à E. Alors maintenant, dernier axiome. Donc on va fixer deux scalaires alpha bêta dans R carré. Et puis on va fixer deux vecteurs de E. Alors U égale x1, y1, z1. Et le vecteur V égale à x2, y2, z2. Deux vecteurs de l'ensemble E. Alors on a dans ce cas, puisque U et V appartient à l'ensemble E, donc ils vérifient, ou bien leurs coordonnées vérifient ces deux équations. Donc on va écrire, pour le vecteur U, on va écrire x1 plus y1 plus z1 égale 0. Et puis on va écrire 2x1 moins 5y1 plus z1 égale à 0. Et même chose pour le vecteur V. Donc on va avoir x2 plus y2 plus z2 égale 0. Ensuite, on va avoir 2x2 moins 5y2 plus z2 égale à 0. Alors maintenant, on va calculer alpha u plus bêta v. Donc c'est égal à, je vais avoir ici alpha point le vecteur x1, y1, z1 plus bêta point le vecteur x2, y2, z2, c'est-à-dire v. Voilà, maintenant on va écrire alpha. Donc ça, normalement c'est alpha x1, virgule alpha y1, virgule alpha z1. Même chose ici, bêta x2, virgule bêta y2, virgule bêta z2. Donc on va écrire ça directement. On va avoir ici alpha x1. Ici on va avoir bêta x2, donc plus bêta x2, virgule alpha y1, plus bêta y2. Donc l'abscisse plus l'abscisse, l'ordonnée plus l'ordonnée, et la cote plus la cote. Virgule, on va avoir ici alpha z1 plus bêta z2. Alors on pose, donc juste pour simplifier, on pose ça égale à A, et l'ordonnée égale B, et la cote égale à C. Donc on pose A égale alpha x1 plus bêta x2, et B égale alpha y1 plus bêta y2. Et puis on pose C égale alpha z1 plus bêta z2. Dans ce cas, on aura alpha u1, bien alpha u plus bêta v égale à, donc le triplet A, B, C. Voilà, maintenant, pour montrer que le triplet A, B, C appartient à E, il faut montrer deux choses. Donc, il faut vérifier que ces coordonnées vérifient les deux équations qu'on a ici. Donc, on va calculer A plus B plus C et montrer que c'est 0. Et on va calculer 2A moins 5B plus C et voir est-ce que c'est 0. Voilà, on calcule A plus B plus C. Donc ça, c'est égal à 1. Donc ici, on a.
Alors A plus B plus C, on remplace. Donc A c'est ça. Je vais avoir alpha x1 plus bêta x2 plus alpha y1 plus bêta y2 plus etc. etc. Donc on va aller vite. C'est-à-dire on va factoriser ici par alpha. Ici on a alpha et on a alpha. On va factoriser par alpha. Donc on va avoir alpha facteur. Ici il y a x1 plus ici il y a y1 plus ici il y a z1. Alors même chose ici, on a bêta, bêta, bêta. On factorise avec. Alors on va avoir bêta facteur, ici il reste x2, plus ici il reste y2, plus ici il reste z2. Donc ça c'est égal à. Donc ça c'est a plus b plus c. Alors c'est quoi x1 plus y1 plus z1? On a déjà écrit ça ici. Comme vous voyez, x1 plus y1 plus z1 est égal à 0. Car le vecteur u appartient à e. Donc voilà, on va écrire x1 plus y1 plus z1 égale 0. Donc ça c'est 0 plus 0 fois alpha c'est 0 plus bêta. Même chose ici. Le vecteur v appartient à e. Donc comme vous voyez ici, voilà, on a déjà x2 plus y2 plus z2 égale 0. Donc on remplace. Donc on va avoir bêta fois 0, c'est 0. Donc tout ça c'est 0. Voilà A, B, C. Vérifie bien la première équation ici. X plus Y plus Z égale 0. Maintenant on vérifie la deuxième équation. Alors on va calculer A moins 5B plus 2C égale A. Donc voilà. Il faut calculer 2A moins 5B plus C. Donc ici 2A. 2A moins 5B plus, donc 2A moins 5B plus C égale A. Alors on remplace. Donc je vais avoir, on aura 2A. Donc 2A c'est 2 fois ça. Donc on va remplacer A par ça. On va avoir alpha x1 plus bêta x2 et moins 5 fois B. Alors B c'est ça, c'est alpha y1 plus bêta y2. Ensuite, on va mettre plus C, donc plus alpha z1 plus bêta z2. Donc ça c'est égal à. Alors ici, on va factoriser par alpha. Donc ici on a alpha, alpha, alpha. On factorise avec. Donc on va mettre alpha en facteur. Ici il reste 2 fois x1. Ici il reste moins 5 fois y1. Et là, il reste Z1 plus Z1. Même chose ici, on a bêta, bêta, bêta. On va factoriser avec. Alors, plus bêta, facteur. Alors, ici, il reste 2x2. Ici, il reste moins 5 fois y2. Et finalement, ici, il reste plus z2. Donc ça, c'est égal à. Alors, on a déjà dit que 2x1 moins 5y1 plus z1 égale quoi? Égale 0. Donc ici, comme vous voyez, 2x1 moins 5y1 plus z1 égale 0. Car le vecteur u de coordonnées x1, y1, z1 appartient à l'ensemble u. Donc, c'est normalement, tout ça c'est 0. Je vais avoir alpha. Donc, alpha fois 0, c'est 0. Plus, ici, je vais avoir bêta fois. Alors, même chose ici. C'est 0. On a déjà écrit ça. 2x2 moins 5y2 plus z2 égale 0. Donc on va avoir 0. Donc tout ça c'est 0. Voilà les coordonnées A, B et C. Vérifie les deux équations de l'ensemble E. Voilà, par suite. On va avoir alpha U plus bêta V appartient à l'ensemble E. Alors, conclusion. L'ensemble E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3 plus point. Alors maintenant, on va montrer que l'ensemble F est un sous-espace vectoriel de
R3 plus point. Alors l'ensemble F, c'est les triplés de la forme x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x et y dans R. Alors tout d'abord, on va vérifier le premier axiome. On va dire que F est inclus dans R3. Donc ça, c'est évident. Deuxième action, on va vérifier que l'ensemble F est non vide. Alors donc ici pour x égale y égale 0, on va avoir 0 plus 0, c'est 0. 2 fois 0, moins 0, c'est 0. Moins 3 fois 0, plus 2 fois 0, c'est 0. Donc pour x égale y égale 0, on a donc 0 plus 0, 0. 2 fois 0, moins 0, c'est 0. Et moins 3 fois 0 plus 2 fois 0, c'est 0. Donc c'est le vecteur nul. Il appartient à l'ensemble F. Donc l'ensemble F est non vide. Maintenant, on vérifie le troisième action. Alors, soit alpha bêta de scalaire de R carré et le vecteur U de coordonnées XA, donc X1 plus YA, virgule 2X1 moins YA, virgule moins 3X1 plus 2Y1. Donc le vecteur U appartient à F, donc il va s'écrire sous cette forme. Et puis on va prendre aussi le vecteur V de coordonnées x2 plus y2, 2x2 moins y2 et moins 3x2 plus 2y2. Deux vecteurs de l'ensemble F. Donc on a fixé deux scalaires alpha et bêta dans R et deux vecteurs U, V dans l'ensemble F. Alors maintenant on va calculer alpha U plus bêta V. Donc on va avoir alpha fois U. Donc je vais avoir ici alpha fois x1 plus y1, c'est-à-dire alpha x1 plus alpha y1, virgule alpha fois 2x1 moins y1, c'est-à-dire 2 alpha x1 moins alpha y1, virgule, ici on va aussi multiplier par alpha, on va avoir moins 3 alpha x1 plus 2 alpha y1. Donc ici on a y1. Et plus, donc plus, alors bêta fois v, on va multiplier les coordonnées de v par bêta, tout simplement, comme ici. On va avoir ici bêta facteur x2 plus y2, c'est-à-dire bêta x2, plus bêta y2, virgule, ici on va avoir, je multiplie par bêta, je vais avoir 2 bêta x2 moins bêta y2, virgule, moins 3 bêta x2, et plus 2 bêta y2. Donc ça c'est égal à, maintenant on va faire la somme. L'abscisse plus l'abscisse, l'ordonnée plus l'ordonnée, et la cote plus la cote. Donc on aura ici alpha x1 plus alpha y1, et bêta x2 plus bêta y2, Donc on va avoir alpha x1 plus alpha y1 plus, ici on va mettre bêta x2 plus bêta y2, virgule. Maintenant on fait la somme ordonnée plus ordonnée. Donc on va écrire 2 alpha x1 moins alpha y1 plus ça, 2 bêta x2 moins bêta y2, virgule. Maintenant la cote plus la cote. On va mettre moins 3 alpha x1 plus 2 alpha y1 plus ça. Donc on va mettre moins 3 bêta x2 plus 2 bêta y2. Alors pour montrer que alpha plus alpha u plus bêta v appartient à l'ensemble f, il faut montrer que les coordonnées de ce vecteur s'écrivent de cette façon. Donc x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y. Donc on va essayer d'écrire les coordonnées de
de la combinaison alpha u plus bêta v comme ça. Donc on va voir ici. Alors là, pour l'ordonnée, on va factoriser par 2. Donc il faut l'écrire sous forme de x moins y. Donc on va factoriser ici par 2. Ici, il faut l'écrire sous forme de moins 3x plus 2y. Donc on va tout d'abord ici factoriser par moins 3. Ensuite, on va factoriser ici par 2. Donc on va commencer par l'ordonnée. On factorise par 2. Donc 2 facteurs. Alors ici, il reste alpha x1. Ici, il reste plus bêta x2. Ensuite, on va factoriser par moins 1, ici et là. Donc, on va avoir moins facteur. Ici, il reste alpha y1. Et là, il reste plus bêta y2. Virgule. Même chose ici, on va factoriser par moins 3. Donc, moins 3 facteur. Il reste alpha x1. Et puis, plus bêta x2. Ensuite, on va factoriser par... Donc ici, on a virgule. Ensuite, on va factoriser par 2. Donc, 2 facteurs. Il reste alpha y1 plus bêta y2. Voilà. Maintenant, on termine par l'abscisse. Donc, comme on voit ici, on a 2 fois... donc, on appelle ça A. 2 fois A moins B. On appelle ça B. Donc, on va avoir 2A moins B. Et dans la cote, je vais avoir moins 3 fois A plus 2 fois B. Donc ici, on va essayer d'écrire ça comme A plus B. Alors A, c'est ça et B, c'est ça. Alors A, c'est alpha x1 plus bêta x2. Donc voilà, alpha x1 plus bêta x2. Ensuite, on va placer les autres. Plus alpha y1 plus bêta y2. Donc ça, c'est alpha u plus bêta v. Alors maintenant, pour simplifier, on pose. Donc je vais poser ça égale A, ça égale B. Voilà A, voilà B, voilà A, voilà B, etc. Donc on pose A égale donc alpha x1 plus bêta x2 et B, donc B égale alpha y1 plus bêta y2. Dans ce cas, on aura alpha u plus bêta v égale quoi? Égale A. Donc, je vais avoir ici, je remplace par A et ça par B. Je vais avoir A plus B, virgule. Ici, je vais avoir 2 fois A moins B. Donc, 2A moins B, virgule. Alors, dans la cote, je vais avoir moins 3A plus 2B. Donc, on va mettre moins 3A plus 2B. Alors, on a A appartient à R et B appartient à R. Donc, on déduit que alpha U plus bêta V appartient à l'ensemble F. Donc, l'ensemble F contient les triplés qui s'écrivent sous forme x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x et y dans R. Même chose ici. On a alpha U plus bêta V s'écrit sous forme A plus B, 2A moins B, moins 3A plus 2B. Et A et B appartient à R. Donc, alpha U plus bêta V appartient à F. Alors, conclusion. L'ensemble F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3 plus point. Alors maintenant, on va montrer que l'ensemble G est un sous-espace vectoriel de R3 plus point. Alors l'ensemble G, c'est l'ensemble des triplés x, y, z dans R3, tel que x égale 3y égale moins z. Alors premièrement, on va dire que G est inclus dans R3, ça c'est évident. Deuxième condition, on va montrer que l'ensemble G est non vide car il contient le vecteur nul. Donc ici pour x égale y égale 0, on va avoir 0 égale à 3 fois 0 égale à moins 0
Donc, le vecteur 0, 0, 0 appartient à G. Donc, on a le vecteur 0, 0, 0 appartient à G. Donc, l'ensemble G est non vide. Alors maintenant, troisième condition, on va dire, on va fixer deux scalaires alpha et bêta dans R carré et deux vecteurs U, V dans G. Donc, U égale X1, Y1, Z1 et V égale X2, Y2, Z2, deux vecteurs de G. Alors, dans ce cas, on aura, alors U appartient à G, ça veut dire que ces coordonnées vérifient ces relations. Donc, on va avoir X1 égale 3Y1 égale à moins Z1. Et même chose ici, les coordonnées de V vont vérifier la même équation. C'est-à-dire, on va écrire X2 égale 3Y2 égale moins Z2. Alors maintenant, on va calculer alpha U plus bêta V. Alors, on va écrire alpha fois U. Alors, U, c'est X1, Y1, Z1, plus bêta fois V, qui est X2, Y2, Z2, égale à. Alors maintenant, on va avoir alpha X1, virgule alpha Y1, virgule alpha Z1. Plus, même chose ici, bêta X2, virgule bêta Y2, virgule bêta Z2. Donc ça c'est, alors maintenant l'abscisse plus l'abscisse, je vais avoir alpha X1 plus bêta X2, virgule, l'ordonnée plus l'ordonnée. Donc alpha Y1 plus bêta Y2, virgule, la cote plus la cote, alpha Z1 plus bêta Z2. Alors maintenant, pour montrer que alpha U plus bêta V appartient à l'ensemble G, il faut que les coordonnées de ce vecteur vérifient cette relation. C'est-à-dire, il faut que l'abscisse égale à 3 fois l'ordonnée égale moins la cote. Donc on va faire les calculs en utilisant ces équations. Voilà, donc on va calculer l'abscisse. On a alpha x1 plus bêta x2 égale à. Alors maintenant, pour montrer qu'il est égal à 3 fois l'ordonnée, donc on va écrire x1 en fonction de y1 et x2 en fonction de y2. Donc voilà, on a déjà x1 égale à 3y1. Donc on remplace, je vais avoir ici 3. Donc je vais avoir alpha fois x1 qui est 3y1. Donc 3 alpha y1 plus bêta. Alors je vais remplacer x2 par 3y2. Donc je vais avoir ici 3y2. Maintenant, je factorise par 3. Je vais avoir alpha y1 plus bêta y2. Voilà. On a montré que l'abscisse, qui est celui-là, est égal à 3 fois l'ordonnée. Le voilà. Alpha y1 plus bêta y2. Alors maintenant, il reste la cote. Donc on va écrire égal à. Alors je vais maintenant remplacer donc alpha x1 plus bêta x2. Alors maintenant, je vais remplacer x1. Donc pour montrer qu'il est égal à moins la cote, je vais remplacer x1 par moins z1. Et je vais remplacer x2 par moins z2. Donc je vais avoir ici, voilà, donc je vais avoir alpha fois x1 qui est moins z1. Donc moins alpha z1. Alors x2, je remplace par moins z2. Donc je vais avoir moins bêta z2. Ensuite, on factorise par sin moins. Je vais avoir alpha z1 plus bêta z2. Voilà, on a montré que l'abscisse, qui est celui-là, est égal à moins la cote. Alpha z1 plus bêta z2. Le voilà, alpha z1 plus bêta z2. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? On déduit que alpha u plus bêta v appartient à l'ensemble G. D'où alpha u
plus bêta V appartient à G. Alors, conclusion, G est un sous-espace vectoriel de R3 plus point. Deuxième question, justifie pourquoi les parties suivantes ne sont pas des sous-espaces vectoriels de R3. Alors ici, on a l'ensemble E, c'est les triplés x, y, z dans R3, tels que x moins y plus z égale 5. Donc ici, c'est évident. Donc pour E, on a le vecteur nul n'appartient pas à E. Donc on a le vecteur 0, 0 n'appartient pas à l'ensemble E. Et bien sûr, le vecteur nul, c'est l'élément neutre. N'appartient pas à E, ça veut dire que E n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Voilà pour F maintenant. Alors on a F, c'est les triplés x, y, z de R3, tels que x carré moins y carré égale 0. Donc ici on a bien sûr F est inclus dans R3. On a F est non vide car il contient le vecteur nul. On aura 0 au carré moins 0 au carré, c'est bien égal 0, donc pas de problème. Donc le vecteur nul appartient à F, mais le problème c'est pour l'addition. Donc F n'est pas stable pour addition. Alors si je prends deux vecteurs x1, y1, donc x1, y1, z1, et je fais la somme avec un deuxième vecteur de f égale x2, y2, z2, je vais avoir x1 plus x2, virgule, y1 plus y2, virgule, z1 plus z2. Alors bien sûr, ce vecteur appartient à f, même chose ici, ce vecteur appartient à f. Alors pour montrer que le vecteur somme appartient à f, il faut montrer que l'abscisse au carré moins l'ordonnée au carré égale 0. Donc on va calculer x1 plus x2 au carré moins y1 plus y2 qui est l'ordonnée au carré. Alors est-ce que c'est égal 0? Pas forcément. Je vais avoir ici x1 au carré plus x2 au carré plus 2x1 x2 moins, on développe, on va avoir moins y1 au carré moins y2 au carré moins 2y1 y2. Alors bien sûr, comme x1, y1 et z1 appartient à f, donc on va avoir x1 au carré moins y1 au carré égale 0. On va simplifier. Même chose, x2 au carré moins y2 égale 0, car le vecteur x2, y2, z2 appartient à f. Alors, mais le problème ici, c'est que on va avoir 2x1, x2 moins 2y1, y2. Donc, ce n'est pas toujours égal à 0. Donc, pour cela, on va donner un contre-exemple. Donc, alors, on va prendre deux vecteurs appartient à f. Donc, par exemple, donc ici, un vecteur appartient à f, c'est-à-dire que x carré moins y carré égale 0. C'est-à-dire que x carré égale à y carré, c'est-à-dire que x égale plus ou moins y. Donc, x égale à y ou x égale à moins y. Alors, on va prendre deux vecteurs. Par exemple, on prendra le vecteur 1, moins 1 et 0. Donc, appartient à f. Et le vecteur 1, 1, 0 appartient à f. Alors, on va faire la somme. Donc, on va mettre 1 pour les scalaires alpha et bêta égale à 1. Donc, je vais fixer alpha égale à bêta égale à 1. Je vais avoir 1 fois le premier vecteur 1, moins 1, 0, plus 1, point. Le deuxième vecteur 1, 1, 0. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici donc 1 plus 1, l'abscisse plus l'abscisse. Je vais avoir 2, virgule, moins 1 plus 1, c'est 0. Et 0 plus 0, c'est 0. Alors, est-ce que ce vecteur appartient à f? Non. Donc, ce vecteur n'appartient pas à f. Car ici, on a 2 au carré moins 0 au carré est différent de 0. Voilà donc
l'ensemble F n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Alors maintenant, on passe à l'ensemble G. Donc, c'est les triplés x, y, z dans R3, tels que x plus y plus z inférieur ou égal à 1. Alors ici, cet ensemble est inclus dans R3, c'est évident. Il contient le vecteur nul. Donc, je vais avoir 0 plus 0 plus 0, c'est 0. Il est bien inférieur ou égal à 1. Donc, le vecteur nul appartient à G. Donc, G non vide. Alors maintenant, on va vérifier est-ce que G est stable pour l'addition. C'est-à-dire si je prends deux vecteurs x, y, z, bien x1, y1, z1 et x2, y2, z2, je vais avoir la somme. La somme des deux vecteurs appartient à G. Donc, il est clair que G n'est pas stable pour l'addition. Donc, on va prendre, par exemple, on va prendre deux vecteurs qui appartiennent à G. Par exemple, alors le vecteur, donc le vecteur 1, 0, 0 appartient à l'ensemble G. Et le vecteur, donc ici je vais avoir 1 plus 0 inférieur ou égal à 1. Donc il vérifie cette inégalité. Donc il appartient à G. Alors maintenant, je vais prendre 0, 1, 0. Donc ce vecteur appartient à l'ensemble G. Voilà. Donc est-ce que la somme appartient à G? Donc on va mettre 1 plus, ou bien virgule 0, 0, plus le vecteur 0, 1, 0, égale quoi? Égale 1 plus 0, c'est 1, 0 plus 1, c'est 1, 0 plus 0, c'est 0. Alors, est-ce que ce vecteur appartient à G? Bien sûr que non. Donc, ce vecteur n'appartient pas à G. Car je vais avoir la somme des coordonnées 1 plus 1 plus 0, 1 plus 1 plus 0 égale à 2, supérieur strictement à 1. Donc, il ne vérifie pas l'inégalité x plus y plus z inférieur ou égal à 1. Donc, il n'appartient pas à G. Voilà, donc l'ensemble G n'est pas stable pour l'addition. Donc, G n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Alors, finalement, pour l'ensemble H, c'est évident. Comme vous voyez ici, l'ensemble H, c'est les triplés de la forme x1, z dans R3, tel que x est dans R et z dans R. Alors, il est clair ici que le vecteur nul, qui est l'élément neutre, n'appartient pas à l'ensemble H. Car ici, on a 1. Donc, tous les vecteurs de H ont un ordonnée égal à 1. Donc, je prends n'importe quel vecteur. Donc, par exemple, 0. Je vais toujours avoir 1 en ordonnée. Donc, bien sûr, le vecteur nul n'appartient pas. Donc, pour H, on va dire que le vecteur nul, 0, 0, 0, n'appartient pas à H. Donc, directement, H n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Question 3. On considère l'ensemble E défini par E égale les fonctions f qui appartiennent à l'ensemble des fonctions définies sur R et à valeur dans R, telles que f est continue sur le segment 0, 1 et l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x égale 0. L'ensemble E est-il un sous-espace vectoriel de FRR? Alors, tout d'abord, on va dire que l'ensemble E est inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur R et à valeur dans R. Donc, deuxième condition, on va dire que l'ensemble E est non vide car il contient la fonction nulle. Donc, on a la fonction θ qui est associée à tout élément x, la valeur 0, appartient à l'ensemble E car θ est continu sur le segment 0, 1 et intégrale de 0 à 1 de θ de x d de x égale à intégrale de 0 à 1 de 0 d de x égale 0. Donc, θ appartient à l'ensemble E par suite
l'ensemble E est non vide. Alors maintenant, on va vérifier la troisième condition. Donc, on va fixer deux scalaires alpha et bêta dans R carré. Et soit fg de fonction de l'ensemble E. Alors, on a f et g sont continus sur le segment 0, 1. Et on a intégrale de 0 à 1, f de x, d de x, égale intégrale de 0 à 1, g de x, d de x, égale 0. Alors, on a la fonction alpha f plus bêta g est continue sur le segment 0, 1. Et on a intégrale de 0 à 1 de alpha f plus bêta g de x, d de x, égale 1. Donc, égale à intégrale de 0 à 1, alpha f de x plus bêta j de x, tout ça d de x. Donc, ça c'est égal à. Maintenant, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, on va écrire alpha à l'extérieur, intégrale de 0 à 1, f de x, d de x, plus bêta à l'extérieur. Je vais avoir bêta, intégrale de 0 à 1, j de x, d de x, égale à alpha fois 0. Donc, intégrale de f de 0 à 1 de f de x, d de x, égale intégrale de 0 à 1, g de x, d de x, égale 0. Je vais avoir ici alpha fois 0 plus bêta fois 0. 0 plus 0, c'est 0. Donc, on a montré que la fonction alpha f plus bêta g appartient à l'ensemble E. Alors, conclusion, E est un sous-espace vectoriel de FRR. Question 4. On considère l'ensemble F égale les matrices de la forme AB moins 2B 3A tel que AB appartient à R carré. Montrez que F plus point est un espace vectoriel sur R. Alors, on a déjà vu dans le cours que pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, il suffit généralement de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel bien connu. Alors ici, comme l'ensemble F est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre de coefficients réels et que M de 2R muni de la loi addition et la multiplication externe est un espace vectoriel sur R, alors il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Alors on va vérifier la première condition. La première condition, on l'a déjà vérifiée. Maintenant, la deuxième condition, on va dire que l'ensemble F est non vide car il contient la matrice nulle. Alors pour A égale B égale 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0, 0, moins 2 fois 0 c'est 0, 3 fois 0 c'est 0. Donc on va avoir la matrice nulle, 0, 2 égale 0, 0, 0, 0, appartient à l'ensemble F. Donc l'ensemble F est non vide. Alors maintenant, dernière condition. Alors tout d'abord, pour simplifier, on pose, donc juste pour simplifier, on pose, quel que soit AB appartient à R au carré, MAB égale cette matrice. AB moins 2B 3A. Alors maintenant, on va vérifier la dernière condition. Alors soit alpha bêta, deux scalaires, et soit MAB et MCD, deux matrices de l'ensemble F, telles que A, B, C, D appartient à R à la puissance 4.
Alors maintenant, on va calculer alpha MAB plus bêta MCD. Donc ça, c'est égal à, je vais avoir alpha fois la matrice MAB. Donc on va mettre alpha A, alpha B. Alors alpha fois moins 2B, c'est moins 2 alpha B. Alpha fois 3A, c'est 3 alpha A. Plus, maintenant on va multiplier le scalaire bêta fois la matrice MCD. Alors la matrice MCD, c'est C et D, moins 2D et 3C. Donc on va multiplier ici par bêta. On va avoir bêta C, bêta D et moins 2 bêta D, 3 bêta C. Donc ça c'est égal à la matrice. Donc alpha A plus bêta C. Ensuite on va mettre alpha B plus bêta D. Puis ici on va avoir moins 2 alpha B moins 2 bêta D. Donc on va factoriser par moins 2. Moins 2 facteurs. Ici on a alpha B. Ici il reste bêta D. Donc plus bêta D. Alors ici, on va mettre 3 alpha A plus 3 bêta C. Donc, même chose, on va factoriser par 3. Ici, il reste alpha A plus, ici, il reste bêta C. Donc, ça, c'est égal à, alors comme vous voyez ici, on a alpha A, bêta C, 3 fois alpha A, bêta C, plus bêta C. Ici, on a alpha B plus bêta D. Ici, on a moins 2 fois alpha B plus bêta D. Donc, ça, c'est exactement la matrice M. Alpha A plus bêta C, virgule, alpha B plus bêta D. Donc ça, c'est alpha M AB plus bêta M CD. Alors, on a, bien sûr, ici, on a alpha A plus bêta C. Alpha A plus bêta C appartient à R. Et aussi, alpha B plus bêta D appartient à R. Donc cette matrice appartient à l'ensemble F. Donc l'ensemble F qui contient les matrices de la forme AB moins 2B 3A avec AB des réels. Donc on aura alpha M AB plus bêta M CD appartient à l'ensemble F. D'où l'ensemble F est un sous-espace vectoriel de M2 de R plus point. Alors conclusion, alors un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. Alors conclusion, F plus point est un espace vectoriel réel. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.